Bonjour, je suis Charles-Henri Gallois, j'ai 33 ans, je suis le président de Génération Frexit. Le slogan de Génération Frexit, c'est Reprenons le contrôle et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Malheureusement, comme vous le savez sans doute ou comme vous le pressentez, l'état de la France est absolument catastrophique. Vous avez le nombre de SDF qui a doublé, la pauvreté qui explose, vous avez 2 agriculteurs qui se suicident par jour, vous avez une éducation qui s'effondre, vous avez une criminalité qui explose, vous avez une dette publique qui est colossale, 2800 milliards qui a explosé de 800 milliards sous Macron, et vous avez le déficit commercial qui caractérise finalement la paupérisation de la France, qui a explosé à 85 milliards d'euros en 2021, et même si vous prenez les 12 derniers mois glissés, on est à 100 milliards d'euros, et donc c'est malheureusement une France qui est en train de se déclasser, et il faut urgemment agir contre ce déclassement. Pourquoi on en est là? Écoutez, il y a plusieurs facteurs, mais je pense qu'il y a un facteur prépondérant, un facteur principal, c'est la désindustrialisation. Si on regarde dans le monde, en fait, tous les pays qui ont gardé un niveau de richesse, tous les pays qui se projettent dans l'avenir, notamment la Chine qui veut être la fabrique du monde, ont gardé une industrie qui est très forte. Je pense à la Suisse, je pense à la Corée du Sud, je pense à Singapour. Et en France, on a eu une élite qui s'est dit que finalement ce travail-là ne serait pas intéressant, vous comprenez, les usines, etc. On va se spécialiser dans les services. Le gros problème qu'il y a là-dedans, c'est que déjà c'est un problème d'emploi, puisque vous avez un emploi industriel qui crée 3 à 4 emplois de services qui sont liés, et surtout les emplois industriels sont des emplois qui sont mieux payés parce qu'il y a des plus gros gains de productivité. Donc quand on parle de cette question évidemment prépondérante pour tous les Français, qui est celle du pouvoir d'achat, évidemment qu'il y a des événements récents qui jouent, notamment la création monétaire folle de la BCE, mais il y a aussi des choix de long terme, et notamment cette désindustrialisation qui a été une catastrophe nationale, et aussi catastrophe de nos territoires. Moi, je suis nivernais, je viens de la Nièvre, et comme toute cette France dite périphérique, ce sont des territoires qui vivaient parce qu'il y avait 2-3 grosses usines en fait qui faisaient vivre tout le département, et c'est cette France-là qui a été massacrée délibérément. Et malheureusement, on est toujours, contrairement à ce que vous dit Emmanuel Macron, contrairement à ce que vous disent des statistiques, quand on regarde, ce n'est pas vrai, la désindustrialisation continue, et surtout, on a bradé toutes ces dernières années avec Emmanuel Macron des fleurons nationaux. Évidemment, je pense à Lafarge, je pense à Alstom, je pense à Technip et tant d'autres. Et malheureusement, tout ceci continue, des pépites aussi dans le domaine de l'armement. Et quand vous avez un pays qui n'est plus capable de produire les fusils d'assaut qui sont produits en Allemagne ou les pistolets pour sa propre armée, c'est un pays qui va au-devant de graves problèmes. Et c'est ce contre quoi, fondamentalement, il faut lutter pour redresser la France. Comment faire pour réindustrialiser? Il faut reprendre le contrôle. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être maître de son destin. Et quand on parle d'industrie, ça veut dire pouvoir se protéger pour relancer des filières d'industrie. Évidemment, on ne va pas réindustrialiser et faire du protectionnisme tous azimuts, ce qui nuirait au pouvoir d'achat des Français, mais il faut réindustrialiser secteur par secteur. Et ça passe évidemment par un protectionnisme social et environnemental, parce qu'il n'est pas normal de mettre en concurrence les entreprises et les employés français vis-à-vis de pays où les employés sont payés 50, 100 euros. Évidemment, dans ce cadre-là, on trouvera toujours moins cher que vous et on ne pourra pas lutter, on fera ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Ça se passe d'ailleurs au sein même de l'Union européenne, vous le savez, depuis l'élargissement à l'Est, avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes standards de vie, pas du tout les mêmes salaires. 55% des délocalisations industrielles sont au sein même de l'Union européenne, et donc il va falloir mettre en place ce protectionnisme. Ça se passe aussi par la question monétaire. Vous savez qu'on vous avait dit que l'euro vous protège, c'est l'inverse qui est vrai quand vous voyez les faits, que ce soit au niveau industriel, vous vous êtes rendu compte, mais maintenant aussi au niveau du pouvoir d'achat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le protectionnisme? Ça veut dire protéger les entreprises françaises pour protéger les emplois français. C'est le protectionnisme social. Et il y a aussi une dimension environnementale, parce qu'il est beaucoup plus écologique de produire évidemment localement plutôt que d'importer des produits à 20 000 km de là. Et donc c'est ce qu'on veut mettre en place, c'est cette protection des Français, privilégier les produits français, pas par chauvinisme, mais tout simplement par efficacité à la fois économique, sociale, écologique. Et donc il va falloir faire ce protectionnisme. Ça veut dire évidemment ne pas admettre les règles de l'Union européenne, et c'est pourquoi
Génération Frexit propose de reprendre le contrôle avec ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est là que nous sommes crédibles par rapport aux autres, c'est parce qu'on n'est pas les seuls à dire qu'il faut mettre ces mesures, mais on se donne les moyens concrètement de pouvoir le mettre en place, et ça veut dire reprendre le contrôle, être maître de son destin et décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Au-delà du protectionnisme, quand vous voulez reprendre le contrôle, ça ne s'applique pas qu'à l'industrie. Quand vous reprenez le contrôle, vous mettez fin aux politiques d'austérité. Ça veut dire, on en a parlé pendant ces dernières années, réinvestir enfin dans la santé, dans les personnels soignants. Ça veut dire aussi arrêter cette casse complètement folle de l'éducation, cette casse de l'école. Ça veut dire aussi reprendre le contrôle, notamment des flux migratoires. Ça veut dire aussi reprendre le contrôle de nos services publics. Il n'est pas normal à l'heure actuelle où on a le plus besoin d'EDF, par exemple, pour la transition énergétique, que dans le cadre du projet Hercule ou dans les cadres des réglementations du prix de l'électricité, on est en train de saccager EDF. Il faut avoir un monopole public de toutes les grandes activités de réseau, que ce soit EDF, GDF, la SNCF, évidemment nos autoroutes, tous ceux-ci qui sont des trésors nationaux des Français. Il faut les préserver, il faut les sanctuariser, et c'est aussi, et on ne le dit pas assez, si c'est bien géré, c'est un gain considérable de pouvoir d'achat pour les Français. Je pense aussi au réseau d'eau, puisque quand c'est géré par le privé pour faire profit, évidemment qu'on voit les tarifs tendanciellement qui augmentent dès qu'on est sur une, par exemple, voie qui est très concurrentielle, aussi au niveau du rail. Ça permet à la fois de garder ces trésors nationaux et ça permet de préserver le pouvoir d'achat des Français. Comment on finance tout ça ? On reprend le contrôle de notre portefeuille. Il y a des sommes qui sont dilapidées chaque année. Il faut faire un grand audit, évidemment, des dépenses publiques, mais il y a des dépenses qu'on sait inutiles et néfastes pour la France. Je pense notamment aux 29 milliards qu'on va donner chaque année au budget de l'Union européenne. Je pense aux 80 milliards qu'on a donnés au fameux plan de relance de l'Union européenne, mais ce plan-là, c'est nous, évidemment, qui le payons. Et il y a toute la problématique de la fraude et l'évasion fiscale, la fraude sociale, le tout, ça représente à peu près 80 milliards d'euros par an. Donc vous voyez qu'il y a l'argent, si on sait où aller le chercher, qui sera là pour financer cette réindustrialisation et financer d'une manière plus globale toute la remise à niveau dont a besoin la France. Tout le monde voit ce grand déclassement qui est là. Eh bien, on a les moyens nécessaires. Il faut repartir sur une dynamique positive et ça passe par toutes les mesures que j'ai évoquées auparavant. Mais il y a aussi tout ce qui est intangible. Il y a, mine de rien, les questions monétaires sont très complexes. L'euro nous coûte, au point de vue économique, depuis le début, une étude allemande du CEP l'a montré pour les 20 ans de l'euro, 56 000 euros par Français, le coût de l'euro. Donc évidemment, quand on va reprendre une monnaie en phase avec notre économie, ça va repartir directement sur des phases économiques qui sont positives pour la France et pour les Français. Et il y a aussi une sorte de cercle vertueux qui se met en place quand vous déclenchez la machine dans l'autre sens. Vous savez qu'une des réformes phares d'Emmanuel Macron, qui est complètement inutile et stupide, c'est la réforme de la retraite à 65 ans. Soi-disant qu'il faudrait augmenter l'âge de départ à la retraite pour financer le système de retraite. Déjà, c'est très discutable au niveau de l'état des finances des retraites, mais si vous voulez voir très large et avoir un système largement excédentaire, ce n'est pas en repoussant l'âge de départ à la retraite, puisque les entreprises emploient très peu les seniors, vous transformez finalement des retraités en chômeurs, vous paupérisez les gens. La vraie question qu'il faut, c'est recréer de l'emploi. Si vous recréez, on a quand même 6,3 millions de chômeurs en France, toutes catégories confondues. Si vous recréez ne serait-ce que 1 million d'emplois, vous n'avez plus du tout de problème des retraites pendant des années. Pourquoi ? Parce que quand vous recréez de l'emploi, ce qu'on va faire avec la réindustrialisation, vous avez, à la place de payer des cotisations pour le chômage, vous allez avoir des cotisations sociales qui vont rentrer, qui vont financer notamment le régime des retraites, et c'est du pouvoir d'achat en plus qui va rentrer pour tous ces gens-là, donc de la consommation, et vous relancez la machine économique. Ce sont toutes ces dimensions-là, et c'est toute finalement la philosophie qu'il faut inverser pour que la France reparte sur un cycle positif. Ça fait des années que nous attendons cela, et en reprenant le contrôle, c'est ce que nous ferons. Si Macron a une majorité, on sait tous ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va être une casse sociale sans précédent. Il va y avoir la retraite à 65 ans, j'en ai parlé, mais pas que, puisque Macron a augmenté la dette de 800 milliards d'euros. Vous avez avec l'inflation la BCE qui est obligée de réagir, et donc il va y avoir une hausse des taux d'intérêt, donc une hausse de la charge de la dette.
Et l'Union européenne, la BCE, va demander des politiques d'austérité encore plus fortes. Et donc, on va devant 5 ans de casse sociale sans précédent. Dès sa cérémonie de victoire à l'élection présidentielle, il n'est pas arrivé sur l'hymne national, l'hymne français, la Marseillaise, il est arrivé sur l'Ode à la joie, qui est l'hymne de l'Union européenne. Donc, les signes sont très clairs. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est la disparition de la France au profit de l'Union européenne. Il veut son Union européenne au niveau de l'armée. Il est prêt à brader les intérêts les plus stratégiques de la France. Je pense au siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense à notre arme de dissuasion nucléaire. Et Emmanuel Macron, en fait, est prêt à tout brader pour sauver l'Union européenne à laquelle plus personne ne croit. Il est le seul à croire à cela parmi les pays de l'Union européenne. On l'a bien vu lors de son premier sommet. Et il faut évidemment aussi se mobiliser contre ça. Tous ceux qui aiment la France, tous les amoureux de la France, tous les patriotes doivent évidemment se mobiliser, voter pour les listes de l'Union pour la France et voter évidemment contre Emmanuel Macron. Et donc Génération Frexit est présente à ces élections législatives dans le cadre du rassemblement des souverainistes, l'Union pour la France, qui rassemble Génération Frexit, les Patriotes de Florent Philippot, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Et en fait, on arrive pour la première fois avec une union des souverainistes à une élection, à ces élections législatives. Je vous invite évidemment à voter pour tous nos candidats à travers la France, en particulier dans les 10 circonscriptions où Génération Frexit est présente. Et les prochaines échéances électorales, alors évidemment, il faut se mobiliser dès maintenant pour ces élections législatives, pour défendre nos idées, pour que nos idées, vos idées, soient représentées, pour nous donner les moyens de nos ambitions. Et après, l'élection reine, pour les souverainistes, ce sont les élections européennes de 2024. Et il faut qu'on arrive unis à ces élections. On a fait cette première pierre, on a apporté cette première pierre à l'édifice lors des élections législatives. Il faut maintenant arriver unis en 2024. Vous savez, l'union des souverainistes, il y en a beaucoup qui en parlent depuis des années. Eh bien, nous la faisons concrètement et l'idée, c'est d'arriver avec ces 3 forces, d'en agréger évidemment d'autres et d'arriver unis pour ces élections européennes pour battre, certains les appellent pro-européens, moi je les appelle évidemment européistes puisque les souverainistes et les amoureux de la France aiment l'Europe, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'Union européenne. Votez pour les 10 candidats de Génération Frexit pour ces élections législatives, avec Maryse Guibaudot dans la 5e circonscription de Gironde, Naïma Schulz dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, Jean-Pierre Etchouambord dans la 2e circonscription des Landes, Laure Avaux dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique, Bertrand Ravaillé dans la 4e circonscription de Meurthe-et-Moselle, Béatrice Hénoux dans la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, Colette Pissard dans la 8e circonscription du Bas-Rhin, Éric Noiret dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne, Stéphane Simon dans la 8e circonscription du Var et Charles-Henri Gallois dans la 1re circonscription de la Nièvre.